Salut, c'est le troisième épisode de ma masterclass qui est directement inspiré de mon petit livre « Mes secrets d'écrivain ». Donc, de temps en temps, vous allez me voir m'agiter avec mon téléphone pour retrouver des passages du livre lorsque j'ai besoin d'appui. Je ne vais pas faire semblant de le connaître par cœur, je vais vous parler comme ça. Et je vais démarrer par un secret d'écrivain qui est extrêmement simple. Faites un plan pour ne pas le respecter. Pourquoi ne pas le respecter? Parce qu'au moment où vous allez écrire, faites-vous confiance. À un moment, il faut que vos ailes se déploient, que votre imaginaire se déploie. Mais si vous avez au préalable travaillé le plan, vous allez explorer la complexité de votre vrai sujet et construire une intrigue qui va vous permettre de déployer votre sujet de manière à le traiter dans toute sa grandeur, dans tout son souffle. Et puis, c'est très important parce que ne t'avise surtout pas de te jeter dans l'écriture au fil de l'inspiration. L'incorrection a des limites. Tu n'es pas en thérapie gratuite. Méfie-toi du bavardage. Ton lecteur a poliment réglé ton livre, tu lui dois son compte de palpitation. Et puis surtout, pour l'aider à rentrer dans ton sujet, ça va supposer d'organiser ton récit, de tourmenter la curiosité de ton lecteur, afin de lui permettre de participer à ton sujet. La dramaturgie rondement menée, c'est de l'érotisme. Donc ça suppose d'organiser le striptease du sujet. Un plan, d'abord, c'est quoi? C'est une succession de scènes, et non pas une répartition d'idées. C'est comment je passe d'une scène à l'autre, avec quel enjeu. Comment chaque scène pose une nouvelle interrogation et répond partiellement aux questions antérieures. Étape par étape, on doit attendre quelque chose de succulent, une emmerde formidable, une joie sucrée, un coup de pied au cul des fripons. Et puis, le plan est aussi très important parce que c'est une manière de ne pas trop diluer le sujet du livre en se laissant happer par l'intrigue haletante qu'on bâtit. Il faut vraiment se méfier. Parce que quand on construit une intrigue, on peut perdre son sujet. Tout à coup, on peut être avalé par le suspense du récit et oublier la raison profonde pour laquelle on écrit ce livre. Ce dont je parlais dans l'épisode 2 de la masterclass. Et puis, quand vous allez construire, il y a une très très grande loi dramatique qui a été inventée et poussée à son maximum par Feydeau, c'est la loi de l'emmerdement maximal. Vous prenez votre personnage, prenez votre texte en cours et essayez de tourmenter. C'est-à-dire qu'à chaque fois que votre personnage peut aller à droite, ça arrangerait ses affaires, ou à gauche, ça les complique, faites-le aller à gauche. Alors, les pièces de Feydeau sont prodigieuses pour ça, parce que les personnages vont d'emmerde en emmerde, en emmerde, en emmerde. Le type veut tromper sa femme, il va dans l'hôtel, il monte dans la chambre d'hôtel. Évidemment, sa femme est également dans une chambre de l'hôtel. Évidemment, sa femme se retrouve au même étage. Évidemment, au moment où il va appeler le groom pour se faire livrer du champagne, sa femme va sortir à ce moment-là. Donc, vous ne pouvez pas sortir de la pièce. Et cette loi de l'emmerdement maximal, regardez comment c'est utilisé dans les grandes séries télé aujourd'hui. En général, on suit 3 ou 4 intrigues, et quand on quitte une des intrigues, un des personnages, il a plus d'emmerde qu'au moment où on l'a pris. Alors, si vous retravaillez votre récit, avec cette loi-là, nécessairement on ne quittera pas votre récit, puisqu'on attendra constamment une résolution qui ne viendra jamais, puisque vous ne ferez qu'aggraver la situation de votre personnage. Moi, je n'ai pas toujours eu la sagesse de respecter cette loi infernale. J'ai donc parfois écrit des chapitres casse-pieds, sans enjeu, des digressions débiles, ce qui est une impolitesse. Et puis, je tiens pour capital de connaître la fin du roman qu'on est en train d'écrire. Parce que c'est la fin qui va donner son sens profond
au sujet que tu vas traiter. Regardez, à la fin de Cyrano, Roxane découvre que c'est lui qui écrivait les lettres. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Rostand? Il dit que finalement, notre beauté peut être vue un jour. Il y a un optimisme incroyable. Mais imaginez que la même structure a été travaillée par Racine. Chez Racine, tout est tragique. Donc évidemment, Roxane n'aurait rien vu chez Racine. Le sujet n'aurait pas été du tout développé de la même manière. Et puis, je vais vous donner un conseil. Quand vous écrivez, vous déployez votre intrigue, vous appliquez la loi de l'emmerdement maximal, et au moment où vous allez essayer d'imaginer l'acte 3, renouvelez fondamentalement votre sujet. Changez complètement de point de vue pour lui donner une accélération. Je vais vous prendre un exemple. J'ai écrit un roman qui s'appelle Le Zèbre. Le Zèbre, c'est un type qui décide de partir à la reconquête de sa femme après 15 ans de mariage, parce qu'il ne supporte pas l'usure des sentiments. Acte 1, sa femme reçoit des lettres anonymes, elle va tomber amoureuse de l'auteur de ces lettres anonymes, elle va coucher avec l'auteur des lettres anonymes, et elle va se rendre compte, au bout d'un moment, dans la chambre d'hôtel, que c'est son mari. Et elle découvre que son drôle de zèbre lui a tendu un traquenard parce qu'il veut réveiller leur passion comme au début. Fin de l'acte 1. Acte 2, frontalement, il met toute une mise en scène pour essayer de réveiller la passion de sa femme, et il est tellement obsessionnel, tellement ingérable, tellement invivable, qu'elle se barre, et il meurt. Chagrin d'amour, il se laisse mourir. Là, on se dit, l'histoire est terminée. Et tout l'acte 3, alors qu'on se dit que l'histoire est terminée, puisqu'il est mort, elle recommence à recevoir des lettres posthumes, et le zèbre a préparé des lettres pour continuer à séduire sa femme depuis l'au-delà. À ce moment-là, la profondeur du personnage monte d'un cran, parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas du tout un plaisantin, c'est un homme qui a une dimension tragique, qui va assumer, et le sujet change de nature, puisque le vrai sujet, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est quelqu'un qui refuse la fatalité. Et pour refuser la fatalité à son maximum, il fallait refuser la mort. Donc c'est ce troisième acte, si vous pouvez trouver quelque chose qui renouvelle et qui va approfondir et ce que vous voulez vraiment dire avec votre sujet, inventez quasiment quelque chose. Le troisième acte, je vous prends l'exemple du troisième acte du zèbre, mais ça relance incroyablement l'histoire. Et quand on a le bouquin, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer à la page d'après, puisqu'il est mort. Et puis, travailler le plan agrandit ton projet, le pousse dans ses retranchements. Mais, et c'est essentiel, quand tu vas passer à l'écriture, oublie tout. Mais oublie tout, puisque tu auras énormément exploré ton sujet. Secret numéro 11, comment savoir s'il faut écrire son livre à la première personne ou à la troisième? Je n'en sais rien. Secret, je n'en sais rien. Essayez. Essayez de voir comme si ça permet de mieux ou pas servir votre sujet, et non pas l'intrigue. C'est ça qui est important. L'obsession, c'est de traiter le sujet. Secret numéro 12, à qui écrit-on quand on écrit? Je crois que quand on écrit un roman, c'est comme l'écriture d'une lettre. Au fond, on écrit toujours cette lettre à quelqu'un. Et c'est pas mal de savoir à qui on écrit. Publier, c'est s'adresser à quelqu'un que l'on cherche à atteindre, à convaincre, à choquer, à séduire, à ne pas décevoir. Le véritable secret d'un livre est là. À qui l'auteur écrit quand elle écrit? Éclaircis cette question pour rendre ton livre plus puissant. Ne te trompe pas de destinataire. Moi, j'ai écrit beaucoup de livres pour mon arrière-grand-père, qui était un homme très engagé. C'était l'administrateur du journal L'Humanité. Quand Jaurès s'est fait tuer, son meilleur ami s'est fait tuer, ils bouffaient ensemble au Café du Croissant. Il a pris la première balle dans la bouche, mais il a survécu. Et c'est un homme qui contestait le réel. Et je ne l'ai pas connu, il s'est suicidé en 1926, parce que sa révolution n'arrivait pas. Et j'ai souvent proposé un autre monde en écrivant à cet homme, parce que ma grand-mère et ma grande-tante m'en ont beaucoup parlé. Dans mon imaginaire, il pèse lourd. Quand j'ai écrit Les Coloriers,
qui est un roman qui se passe dans une île, il tue le dernier adulte et il développe l'enfance comme une culture. Au fond, c'était une lettre écrite à mes parents. Je peux me démerder sans vous. Je vais tuer le dernier adulte. Mais c'est une vraie lettre à mes parents. Et chaque roman a au fond un secret. À qui cette lettre est-elle écrite? Posez-vous cette question et vous connaîtrez un peu mieux votre livre. Ensuite, beaucoup de gens me disent, mais je commence par quoi? Une fois que j'ai beaucoup réfléchi, je fais quoi? Mon père avait une très belle expression. Il disait « j'écris le monstre ». C'est-à-dire qu'il écrivait d'une traite un premier jet, un brouillon, qu'il appelait le monstre. Il acceptait d'écrire un mauvais livre. Ça, c'est un vrai secret. Écrivez un mauvais livre. Il faut commencer par écrire un mauvais livre pour créer la glaise que l'on va retravailler. Il ne faut pas se juger. Si vous relisez les 2 premières pages et que vous vous dites « merde, c'est pas bon, Proust écrivait mieux, machin », vous allez brûler, vous n'avancerez pas. Fabriquez la glaise, écrivez le monstre. Et le pire des freins, c'est de se juger, beaucoup trop tôt. Jugez votre 15e version, et pas la première. Écrivez le monstre. Oui, je dis, dans mon petit livre, je dis, il même est essentiel que ton monstre soit rempli de balourdises, de débilité, d'outrance. C'est le signe que tu tentes quelque chose. Que tu explores des voies difficiles, des émotions qui ne te sont pas familières. Secret numéro 14. Écrire, c'est réécrire pour s'approprier chaque phrase. Reprends toutes tes phrases pour te les approprier. Est-ce vraiment ce que tu sens? Est-ce vraiment ce que tu penses? Retire tous les mots qui seraient écrits par d'autres. Il y a un exercice à faire. Fais-le une fois et tu vas tout de suite comprendre. Prends une feuille blanche, tu écris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu écris n'importe quelle phrase. Et en version 2, tu la précises, tu donnes vraiment ton point de vue. Ce que tu ressens vraiment. Puis tu écris version 2. Version 3, tu continues à préciser. La phrase va déjà bouger. Version 4, elle va bouger encore plus. Et quand tu en seras à la version 7, tu comprendras que tu ne peux pas passer de la version 1 à la version 7 d'un coup. S'approprier, c'est vraiment affirmer son odeur, ce qu'on sent, Et puis, il y a quelque chose, il y a un truc que m'a donné un copain écrivain qui m'a dit un jour, mais quand tu utilises une expression, imagine que tu es dans un théâtre devant 1000 personnes, tu balances le début de l'expression, et si tu entends la voix des 1000 personnes dans la salle, qui balancent la suite, raye, ça veut dire que c'est pas toi qui écris. Sur la première page du Zèbre, j'avais laissé une tournure, j'avais dit que l'héroïne avait la beauté du diable. Je suis devant 1000 personnes au théâtre, et je dis, elle avait la beauté on entend les 1000 qui disent, du diable, donc il faut rayer. Donc j'ai repris la première version qui a été publiée chez Gallimard dans la NRF, j'ai recorrigé, et la version en folio est débarrassée de tout ça, de tous ces moments où je n'écrivais pas, où je laissais les autres écrire à travers moi. Donc, écrire, c'est réécrire pour s'approprier. Et donc, affirmer son point de vue. Deviens propriétaire de chaque phrase. Le crime, c'est toujours de n'être pas soi. Secret numéro 15, qui est extrêmement important. Ça, c'est un vrai secret, parce que j'ai mis un temps fou avant de comprendre ça. Et je l'ai compris d'autant mieux que j'en ai beaucoup parlé avec Jean-Paul Enthoven, et qui m'a... C'est vraiment en réfléchissant ensemble que j'ai perçu à quel point c'était important. Travaille sur un point très précis, comment s'écoule le temps dans ton texte. Ça dure combien de temps? Les scènes durent combien de temps? Et revois tous les petits mots, puis, soudain, tout à coup, alors, introduis le temps dans ton roman. Ne retravaille que ça. Et tu vas voir qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que tes personnages vont devenir réels au moment où tu vas retravailler le temps. Parce qu'un être humain, c'est du temps. C'est fondamentalement du temps.
Je suis du temps. Et d'ailleurs, là, je viens de vivre un décès personnel. Au moment où mon beau-père est mort, il est sorti du temps dans mes bras. Et à ce moment-là, je ne l'ai plus pensé de la même manière. Tout à coup, le temps s'est aplati. J'ai plein d'images de ma petite enfance. Le temps est sorti de sa vie. Ou plutôt, lui est sorti du temps. Eh bien, il faut faire ce travail inverse. Il faut rendre vivants nos personnages en travaillant cette dimension. Un personnage, c'est du temps. Secret numéro 16, remonte ton roman ou ton plan comme si c'était un film. Il se trouve que j'ai réalisé des films, que j'ai découvert à quel point j'avais mal tourné mon film. Mon découpage n'était pas très intéressant, au fond, et pouvait être beaucoup plus intéressant en salle de montage. Donc, quand ton plan ou ton livre est écrit, reprends chaque chapitre, demande-toi si tu ne peux pas les déplacer. Essaye. Et surtout, impose-toi de faire au moins 3 montages différents de ton roman. Tu organises autrement et regarde si c'est plus intéressant que la scène 1 arrive en chapitre 7. Et ensuite, fais pareil à l'intérieur de tes chapitres. Est-ce qu'il vaut mieux ne pas commencer par le 5e paragraphe? Est-ce qu'il vaut mieux donner les informations que tu avais mises dans les 3 premiers paragraphes un peu plus tard? Fonctionne comme une monteuse de film. Et ces 3 montages différents, c'est beaucoup de travail, mais tu vas voir que ton texte va encore gagner en maturité. Moi, oui, voilà, dans mon petit livre, je dis réalise au minimum 3 montages. Secret numéro 17, fais des relectures thématiques. Ton cerveau ne peut pas retravailler tout le texte dans toutes ses dimensions à la fois. On n'a qu'une seule attention. Et donc, il faut vraiment reprendre son texte en retravaillant point par point, sans lâcher, sans se faire embarquer par le récit. Moi, je t'en recommande 7. Relecture thématique. Relis uniquement le traitement du sujet, en négligeant l'intrigue. Et mon sujet est-il assez traité? Tu vas suivre ton sujet. À quel moment il apparaît? À quel moment il disparaît? Ensuite, relis la trajectoire de chaque personnage et surtout leur fonction dans le récit. Est-ce que la trajectoire est assez précise? Surveille le passé de tes héros. Les traces de leur passé saupoudrées dans ton récit. Viennent-ils d'un sirop encore présent? Révise les attaques de tes chapitres ainsi que les chutes. Rends-les jubilatoires, burlesques, inattendues, folâtres, puissantes, choquantes. Mais mets un effort particulier sur tes attaques et tes chutes. Les attaques des romans d'Antoine Blondin sont des chefs-d'œuvre. Il y a un chapitre dans Le Rebussionnaire de Blondin qui démarre par « À la fin de la guerre, les trains recommencèrent à circuler. J'en profitais pour quitter ma femme. » Tout à coup, on démarre. Vérifie la stricte logique de ton récit. Si ton personnage est né en 1917, il va avoir quel âge dans tous les chapitres? Vérifie la faisabilité. Donc, si les gens partent et que le voyage dure 3 jours, fais gaffe que dans ton roman, ça ne dure pas 3 heures. Assure-toi que l'écoulement du temps dans ton roman est efficace et très clair. Vraiment une relecture thématique. Contrôle le suspense de ton histoire. La loi de l'emmerdement maximal est-elle suffisamment appliquée? Est-ce que tu peux encore faire chier tes personnages? les torturer un peu plus. C'est très important parce que la loi de l'emmerdement maximal, c'est ce qui va attirer la sympathie. On ne s'intéresse qu'à un personnage qui a un problème. Dans les films d'Hitchcock, quand un type vient de tuer quelqu'un, Hitchcock peut rester 10 minutes sur la scène d'effacement des preuves de son crime, et au bout de 10 minutes, quand le mec a tellement d'emmerde, on est avec lui alors qu'il vient de tuer. Donc, est-ce que ta loi de l'emmerdement maximal est suffisamment appliquée? Peux-tu tourmenter encore le destin sinueux de tes personnages? Ne leur fiche jamais la paix. Révise tes élans. Ton naturel est-il assez surveillé? Injecte dans tes héros une bonne dose d'incohérence pour les humaniser. Fais très gaffe que tes personnages ne soient pas trop cohérents. Tu n'es pas cohérent. Je ne suis pas cohérent. On est tous dingues. Donc, est-ce qu'il
Est-ce que notre complexité, surveille ça. Personne n'est conséquent. Surveille un point capital. Tous tes personnages doivent avoir raison selon leur point de vue. C'est Susanna, j'ai oublié son nom de famille, qui a travaillé sur tous les scripts des films de Visconti, qui disait qu'un scénario avait atteint son équilibre quand tout le monde avait raison de son propre point de vue. Et donc vérifie, est-ce qu'ils ont tous raison? Vérifie que les méchants sont réussis. Un roman vaut ce que le méchant vaut. Tout lecteur aime détester une merveilleuse crapule, un cynique éclatant. Si possible, permet aux salauds de se délecter de leur ignominie. Leur jouissance sera la nôtre. Assure-toi qu'on rit assez dans ton livre. Balade-toi dans le récit. Est-ce qu'il faut encore injecter des moments où on va rire? Est-ce que tu t'es pas pris considérablement trop au sérieux? Essaye de changer les prénoms des personnages pour les renforcer. Peut-être que tu n'as pas choisi les bons prénoms. Trouve d'excellents thèmes de révision supplémentaires adaptés à l'univers de ton ouvrage. Si c'est un roman maritime, est-ce que la véracité de ton vocabulaire est suffisante? Mais l'essentiel reste de t'assurer que ton véritable sujet est bien traité. Que tu ne t'es pas laissé avoir par ton intrigue en négligeant la raison d'être de ton livre. Si c'est le cas, félicite-toi de t'en être aperçu et corrige. Et si tu ne t'en aperçois pas, sache que je te méprise froidement, autant que je le peux. Parce que tu n'es là que pour traiter ton sujet, pas uniquement l'intrigue. Secret 18, coupe sans pitié. Refais une lecture de coupe. Si, dans un chapitre, tu te rends compte que le chapitre fonctionne avec 3 paragraphes en moins, c'est que c'était du gras. Coupe. Ça, c'est des réflexes de monteur. Coupe. Parce que pour capter l'attention de quelqu'un sur 300 ou 400 pages, il faut éviter le gras. Sois économe. Bazarde surtout les passages sans émotion. La seule chose qui ne vieillira pas, c'est l'émotion que trimballe ton texte. Les idées vieillissent vite et ton livre va devoir vivre sans toi dans les siècles à venir. Donc, coupe tout ce qui n'est pas de l'émotion. Arrache enfin ce qui est prudent. Un livre prudent est un livre émasculé. Efface également tout ce qui ne concourt pas à l'expression de ton sujet. Quand j'ai révisé le roman des Jardins, un livre que j'ai écrit il y a une dizaine d'années, j'ai viré sans pitié tous les passages qui évoquaient les gens normaux de notre famille, parce que ce livre traite de la possibilité de vivre sans la peur dans une famille déréglée. J'ai donc évacué les normalisés, les petits gris, les individus en proie à des pétoches banales. J'ai coupé tout ça, alors que ces chapitres existaient. Oust! Ils ont beau exister, leur place n'était pas dans les pages de ce livre, qui était consacré à un vrai sujet. Coupe donc au maximum, puis relis 8 jours plus tard. Si le gras ne manque pas, c'est que tu as eu raison d'alléger. Empêche-toi d'être complaisant. Secret 19. Demande le maximum à ta correctrice. Plein de gens n'ont pas compris à quoi servent les correcteurs. Les gens se disent que ce sont des gens qui passent à la fin pour vérifier si on n'a pas laissé des fautes d'orthographe ou des fautes de concordance des temps ou de ponctuation, que sais-je encore. Non. Un correcteur ou une correctrice, c'est quelqu'un qui est très bizarre. Ils n'ont pas le cerveau construit comme nous. Ce sont des gens qui peuvent lire un texte sans être du tout happés par le récit. Donc, si on veut leur demander le maximum, il faut leur demander de surveiller un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a des redites d'idées? Est-ce qu'il y a des redites de tournures? Est-ce qu'il y a des mots rares dont tu as abusé? Fais une petite liste et tire profit de leur tournure d'esprit et du fait qu'ils ne vont pas se laisser embarquer par le récit. Par exemple, si tu as eu du mal à faire des relectures thématiques, tu peux leur demander de faire le boulot. Donc, prie-les de repérer l'éthique de langage, les répétitions d'idées, ce que je vous disais. Mon père m'avait dit que des conneries sur les correctrices. Papa était un autodidacte complet, il ne savait pas lire et écrire à 15 ans.
Donc il avait une orthographe très chahutée. Il écrivait presque en phonétique quand j'étais petit. Et donc il avait un vieux conflit. Quoi. Et je me souviens, il envoyait des menaces de mort. Enfin, il était complètement fou. Il les détestait. Et j'ai mis des années avant de comprendre que tout le bien que ces gens pouvaient faire à un livre. Secret numéro 20, le baromètre de la fièvre. Comment savoir si on écrit avec vérité? Si tu es en fièvre, en joie, en émotion, ton livre sera juste. Repère ça. Repère cette qualité d'émotion que tu as lorsque... Quand j'ai écrit Des gens très bien, je me suis retrouvé en face d'un livre qui était tellement transgressif pour moi qu'à chaque fois que je me mettais devant mon ordinateur, je touchais tellement à de la dynamite dans l'histoire de ma famille que j'étais en fièvre. Le livre tient, je crois. Repère ton état émotionnel. Chaque fois que tu t'emmerdes et que c'est fastidieux, pose-toi la question. Est-ce que tu n'es pas en train de t'éloigner de ton émotion, de ta joie? Je dis ça parce que quand on écoute du Mozart ou du Bach, on n'écoute pas de la musique, on écoute de la joie. Même si ce n'est pas dansant ou joyeux au sens de festif, on écoute la joie qu'ils ont eue à le composer. Bach, c'est de la joie pure, au sens religieux du terme, ce sentiment extraordinaire. Et donc si tu ressens cette joie quasi religieuse qui naît de la jouissance extrême d'écrire, sache que tu as posé dans le vrai. Comment sait-on, secret 21, qu'un livre est achevé? Une fois qu'on s'est torturé le cerveau, une fois qu'on a pleuré et sué sang et âme, eh bien, premièrement, je te donne des repères dans mon petit bouquin. Lorsque j'ai écouté avec attention les avis nourrissants de mon éditeur et de mes proches, en faisant taire mon vieil adversaire, mon ego, la sottise de l'orgueil de l'auteur enfermé dans son prétendu génie, voilà le plus débile des pièges. Chateaubriand lui-même écoutait Joubert. Jules Verne écoutait Pierre-Jules Hetzel, son éditeur génial. Donc écoute ceux qui te veulent du bien et qui te rapprochent de ton sujet. Quand la joie de partager son texte avec les autres devient plus grande que celle d'écrire. Lorsque tu auras achevé toutes tes relectures thématiques fastidieuses. Quand tu auras tout osé dans ton livre. À un moment, tu sentiras que la liberté de ton texte est poussée à son maximum. Non pas parce qu'elle est extrême, mais parce qu'elle est sans compromis minable. Tu auras alors la certitude apaisante que le risque que tu as couru en écrivant ce roman est bien pris. Lorsque tu ne pourras plus rien couper, quand ton texte sera à l'os, quand tu ne pourras plus supporter de le relire, lorsque tu seras prête à ne plus en être l'auteur, parce qu'un livre publié ne t'appartiendra plus. Donc à un moment, tu abandonnes, et ça va devenir une co-création avec tes lecteurs. Et à ce moment-là, l'usurpation, c'est de mettre notre nom sur la couverture. Parce qu'on n'est que co-auteur avec la personne qui va lire. Il appartient à chaque lecteur, un livre est une œuvre collective. Pour faire de grands livres, il faut de grands lecteurs. Voilà. Et puis, je vous retrouve dans l'épisode numéro 4, où on va aborder 2 points énormes. Comment écrire mieux? Et ensuite, comment devenir écrivain, ce qui n'a rien à voir avec le fait d'écrire des livres. C'est une manière d'être. Cultura, la culture avec un grand A.